Donc le tribunal, je ne sais pas si vous connaissez, le tribunal permanent des peuples, c'est un tribunal composé de juristes essentiellement. Je pensais qu'il n'y avait que des juristes qui examinent les faits qui leur sont proposés d'un point de vue légal, l'objectif c'est de pallier l'incompétence des cours, entre autres de la Cour pénale internationale, quoique dans ce cas-là on est un peu contraint par le fait que même si c'est un crime contre l'humanité et qu'en droit international ils sont imprescriptibles, comme ils ont été commis en 1965 et que la Cour pénale n'a été installé qu'à partir de 98 et réellement installé en 2002, il a été décidé, et on comprend pourquoi, par l'ensemble des gens qui ont voulu signer donc le statut de Rome, aucun crime commis avant 2002 n'est pris en compte. Donc là, on est dans une espèce d'ambiguïté sur le plan juridique, puisque les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité, génocide, sont imprescriptibles en droit international, mais et donc le ratio temporis ne joue pas. Là, dans le cas particulier de cette Cour pénale internationale, il y a une impossibilité à prendre en compte les crimes commis, et on voit très très bien pourquoi. Les Américains, il y avait le Vietnam, les Français, il y a eu la guerre d'Algérie, enfin on voit très bien pourquoi certains États ont mis des réserves importantes pour que la date butoir ne soit pas au-delà de 2002. Donc ça laisse effectivement un certain nombre de victimes qui sont nombreuses de par le monde, parce qu'il y a eu plus d'un conflit. Ça laisse les victimes sans droit au droit, sans accès au droit. Et c'est une des contradictions de notre système. Et on voit bien qu'en fait ce système renvoie à la puissance, aux puissances hégémoniques et de domination, et que le droit international ne sert à ce moment-là plus que les puissances. Elle s'arrange avec le droit de façon à se construire une impunité. Et on le voit sur plein d'autres cas. Il n'y a pas seulement l'Indonésie, il y a la Palestine, il y aura la Syrie, il y a aussi toutes les réparations qui sont dues au titre de la mise en esclavage et de la colonisation. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de crimes. Donc l'objectif, c'était de dire le droit et de bien préciser qu'il y avait eu un acte intentionnel, qu'il y avait eu des tortures, qu'il y avait eu des actes systématiques, et que donc il y avait une action concertée et planifiée sur un laps de temps court pour éliminer l'ensemble des 10 opposants au régime indonésien de l'époque. Donc avec ça, que peuvent faire les organisations ? En fait, beaucoup de choses, et à la fois toujours contraint par ce statut de Rome. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de possibilités, entre autres en tant qu'individu, pour les personnes qui ont perdu un proche et dont le corps, par exemple, n'a jamais été restitué. Ils peuvent demander dans le pays où ils habitent, et entre autres en France, avec ce qu'on appelle maintenant la compétence internationale, on peut demander au juge, on peut déposer une plainte pour demander la restitution du corps qui n'a jamais été remis. Et en Indonésie, c'est quand même le cas, puisque de nombreuses familles ne savent pas où sont enterrés leurs proches. Donc, une personne indonésienne avec une nationalité française pourrait aller voir le juge, déposer plainte pour demander la restitution du corps, ce qui obligerait le juge à aller demander au juge indonésien des informations, ce qui permettrait déjà de faire sortir un peu de cette nasse où est placé le cas indonésien, ce qui permettrait donc déjà d'avoir un peu de visibilité. Après, les organisations qui ont mis sur pied sur ce tribunal permanent des peuples à La Haye, ont un peu, c'est ce qu'elles font d'ailleurs, elles font connaître de plus en plus ce qui s'est passé en Indonésie, de façon tout compte fait, à un moment donné quand même poser la question internationalement. La difficulté, ce qu'il m'a semblé comprendre au moment du tribunal, c'est que pour les gens qui ont témoigné lors du tribunal,
il y avait une prise de risque importante, puisque le régime est toujours un régime autoritaire, et donc les personnes qui témoignent risquent quand même leur vie. Donc il y a toute cette ambiguïté à négocier avec le droit international, parce que le droit international est une arme politique pour obtenir des changements dans des cas où il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides commis, mais que la difficulté pour nous, c'est de se heurter à la dérégulation et la déstructuration du droit international dans l'objectif, en fait, d'implanter une hégémonie autour du droit international qui fait que le droit international, on le désinvestit, on le désincarne de ce qu'il devrait être, et il ne sert plus, en fait, pratiquement à l'heure actuelle, il ne sert plus à rien, pratiquement, puisqu'il est remplacé par le droit financier ou le droit commercial ou le droit des affaires, mais plus par le droit international, c'est-à-dire plus par ce qui assure à l'être humain, s'il est victime de quelque chose, d'être reconnu comme une victime. Et ça, c'est une véritable question qui se pose pour les juristes, c'est que face à des cas de violation graves, très graves, comme cela s'est déroulé en Indonésie, le droit international, tel qu'il est appliqué pour l'instant, reste hors du droit. Donc c'est une lutte en fait de resensibiliser les uns et les autres sur l'importance du droit international, mais aussi de lutter contre l'impunité, puisque en fait tous ces présidents ou hommes de gouvernement ou militaires, ou toute la chaîne de responsabilité, les gens se sont construits une impunité qui leur permet de continuer soit à gouverner, soit à vivre tranquillement alors qu'ils ont du sang des milliers de victimes sur les mains. Donc c'est un peu l'objectif de ce tribunal permanent des peuples. Il existe sur plusieurs autres cas. Par exemple, en Amérique latine, on a fait un tribunal contre les entreprises extractivistes canadiennes, ce qui a permis à des agriculteurs et paysans de se mobiliser contre Chevron, de gagner en première instance, et malheureusement, évidemment, Chevron a fait appel, et là, donc, c'est de pouvoir aller en appel. Donc, ce tribunal a aussi une fonction, c'est de donner toutes les armes du droit, toutes les possibilités, toutes les ouvertures du droit, toutes les perspectives du droit pour s'insérer dans les fourches codines élaborées par les dominants. Donc c'est un peu ça, et ce que vous faites en tant que réseau Indonésie est quelque chose d'extrêmement important, parce que tout compte fait, vous avez réussi à faire connaître quand même ce qui s'est passé en 1965, et de façon à ce que ça ne passe pas pour perte et profit. Donc c'est à nous de continuer à travailler sur ces éléments du droit et à trouver les failles du système juridique international pour réussir à lutter contre l'impunité. Voilà, je vous remercie.